Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, dans ce cadre des mardis de la pensée catholique, nous abordons le sujet annoncé à la découverte de Donoso Cortés, Juan Donoso Cortés. Alors, je me suis largement inspiré d'un livre assez récent de Arnaud Imatz, Théologie de l'histoire et crise de civilisation. Il fait une introduction très longue sur Donoso Cortés et son parcours. Alors, il y a eu trois époques distinctes dans la vie et dans l'œuvre de Donoso Cortés. Il y a d'abord eu celle du libéral modéré, de 1832 à 1836, celle du libéral conservateur, 1837 à 1847, et celle du traditionnaliste. Ici, il faut entendre le mot traditionnaliste qui est utilisé en Espagne, pas du tout dans le même sens que le nôtre. C'est la tradition carliste. Alors, nous allons voir la première partie seulement aujourd'hui, le libéral modéré. Alors, il a redécouvert, Donoso Cortés a redécouvert le principe religieux, il a proclamé sa conversion, il a dénoncé l'impasse du progressisme et il a affirmé sans ambages que la racine des calamités et des désordres de l'Europe et du monde avait pour cause la marginalisation et l'exécration du catholicisme. Ce qui est d'autant plus courageux, cette conversion, surtout au regard de ce qu'on va voir dans cette première partie. Autant de motifs donc pour susciter contre lui la haine de l'humanité éclairée, entre guillemets. Or, Donoso Cortés fut un homme d'État sûr et prudent, un diplomate habile, efficace, un écrivain à la plume élégante, facile, un philosophe prestigieux, un théologien éblouissant, et un homme, le point de vue humain, affable, bienveillant, généreux, charitable et altruiste. Puisque vous savez que ce n'est pas la même chose d'être charitable et d'être altruiste. Donc en Europe, son prestige a été exceptionnel si on en juge à l'aune de la réputation de ses compatriotes à l'étranger. Francisco Elias de Tejada, 1917-1918, 1917-1918, pardon. Non, pardon, ça c'est la note de naissance et date de sa mort. 1917-1978 définissait Cortés comme un hidalgo, aventurier et désintéressé au service des Espagnes. Si vous voulez savoir ce que veut dire le terme hidalgo, vous le prenez en sens contraire de l'hidalgo qui se trouve à Paris. Donc c'est quelqu'un de noble, voilà, un hidalgo. Comme un combattant de la chrétienté contre l'Europe qu'il considérait antichrétienne. Donc sa foi catholique, après sa conversion, son amour de l'Espagne ont fait de lui l'un des penseurs ibériques les plus espagnols et paradoxalement les plus européens. Parce que s'il fut un défenseur convaincu de l'Espagne chrétienne, il le fut aussi de l'Europe et du monde chrétien. Alors, à l'échelon européen, seuls deux penseurs espagnols du XXe siècle ont rivalisé avec lui. Le catholique libéral Miguel de Unamuno et le libéral agnostique José Ortega y Gasset.
Mais son irréductible conviction catholique et sa radicale espagnolité le placent indubitablement parmi les plus remarquables héros de la civilisation christiano-européenne. Donoso a atteint le sommet de la popularité européenne en quelques mois. Ses essais, ses discours, ses articles sont traduits en italien, en français, en allemand, en anglais. Et ils font l'objet d'innombrables débats et de jugements. Par exemple, l'historien Leopold von Ranke, le philosophe Friedrich Schelling les commente. Le diplomate et ministre d'État Clément von Metternich les loue. Le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse, le secrétaire d'État Nesselrode, le tsar Nicolas Ier, les lisent et les méditent. Donc Donoso a aussi la confiance et l'estime de Louis-Napoléon III. Les personnalités politiques et intellectuelles les plus prestigieuses de l'époque, comme Guizot, Comte, Proudhon, Barbé d'Aurevilly, Léon Bloy, quand je dis prestigieuses, c'est celles qui ont un certain prestige, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont écrit est prestigieux, c'est la personne en elle-même. Donc ces personnalités politiques et intellectuelles mentionnent, analysent, critiquent les idées de Donoso. Alors à ce succès foudroyant va succéder une longue période d'oubli. Dans la péninsule, le silence ne fut jamais total grâce aux rééditions périodiques de ses œuvres complètes, qui font 3 tomes, mais dans le reste de l'Europe, il va sombrer dans l'oubli pendant plus de 70 ans. L'œuvre de Donoso Cortés ne fut finalement revisitée que dans l'entre-deux-guerres, puis dans les années 50. Et l'initiative en est revenue à 2 auteurs allemands, Carl Schmitt, entre 1927 et 1929, ce juriste déjà célèbre avait publié plusieurs articles repris dans son essai « Interprétation européenne de Donoso ». En 1936, à la veille de la guerre civile, en Espagne, l'écrivain avant-gardiste Ramón de la Serna traduisit en espagnol la biographie d'Edmund Schramm. Par la suite, il y a eu une centaine d'auteurs espagnols, hispano-américains, nord-américains, européens qui vont lui emboîter le pas. Alors, quelle fut la vie de Donoso Cortés et l'exacte portée de son œuvre? Tout d'abord, il faut jeter un regard, et ce sera en grande partie ce qu'on fera aujourd'hui, sur l'Espagne, l'Europe et le monde de Donoso Cortés. Il faut resituer historiquement cet épisode de la vie de Donoso Cortés. Alors, Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés naquit le 6 mai 1809 à Valle de la Serena, qui est de la province de Badajoz, Extrémadure. La défaite espagnole, l'occupation de la région par les troupes françaises ont conduit ses parents à rechercher un lieu sûr, éloigné des combats. Juan est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Sa famille descend du conquérant du Mexique, Hernán Cortés. Elle possède des pâturages, des terres agricoles et elle jouit d'une situation économique plutôt prospère. Son père, Don Pedro, est avocat aux conseils royaux, mais pour comprendre la vie et l'œuvre de Donoso Cortés, il faut d'abord la replacer dans leur contexte historique. Ce contexte historique, c'est celui de l'Europe des révolutions de 1789,
de 1808, de 1830, de 1848. Une époque donc de révolution qui va affecter, des révolutions qui vont affecter tour à tour la France, l'Italie, l'Espagne, la Confédération germanique, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, les Pays-Bas, la Suisse et le Portugal. Seul l'Empire russe et le Royaume-Uni semblent épargnés, bien que le Royaume-Uni soit déstabilisé par le mouvement chartiste de 1848. Alors, le mouvement chartiste, c'est en Angleterre l'union des ouvriers formée vers 1838, cette union, en vue d'obtenir une amélioration du sort des travailleurs. Mais les chartistes vont chercher à réunir tous les ouvriers en une seule classe en lutte contre les autres. Donc une sorte de lutte de classe à caractère marxiste. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Indirectement, la vague révolutionnaire européenne va engendrer les guerres d'indépendance, indépendance de la royauté, ou de sécession hispano-américaine. C'est l'époque où les pays d'Amérique du Sud se détachent de la tutelle espagnole. Ces guerres, qui vont être longues et sanglantes, 1810 à 1825, souvenez-vous de ce qu'on a dit de García Moreno, c'était cette époque-là. Ces guerres longues et sanglantes, généralement qualifiées de libération nationale, entre guillemets, contre l'oppression coloniale, entre guillemets, sont aussi des résistances créoles et populaires contre la récession. Des guerres civiles qui aboutissent à la destruction de l'Empire espagnol au bénéfice de l'Empire britannique et du monde anglo-saxon. Ils sont toujours là où il faut pas. Les années de vie de Donoso Cortés sont les plus convulsives de l'histoire espagnole. Elles sont marquées par une intense et une continuelle agitation politique, sociale, idéologique. Au terme de la guerre d'indépendance, 1808-1813, le roi Joseph, frère de Napoléon, est expulsé et la dynastie des Bourbons restaurée. Les afrancesados, c'est comme ça qu'on appelle les Espagnols favorables aux idées françaises, affublés du sobriquet peu flatteur d'afrancesados, qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on pourrait dire chez nous collaborateurs. Collaborateurs de la France, ils sont réputés être les principaux propagateurs des idées révolutionnaires, mais en réalité, déjà bien avant la présence des gabachos, alors ici, pendant la guerre d'indépendance, les Espagnols utilisaient le terme méprisant de gabachos pour désigner les Français. C'était un peu l'équivalent du boche pour nous, employé par les Français pour désigner les Allemands pendant les guerres de 14-18 et 45, 39-45. Alors, les idées des Lumières, entre guillemets, ont pénétré de larges secteurs de la population espagnole. Il faut quand même ici préciser que les Lumières européennes, entre guillemets, n'avaient pas toujours le caractère anticlérical, antichrétien et révolutionnaire qui était celui de la majorité du courant des Lumières français. Un grand nombre de philosophes européens éclairés, entre guillemets, et notamment espagnols, étaient en effet monarchistes, constitutionnalistes et légalistes. En 1812, alors que les troupes napoléoniennes occupent encore une partie du pays, les Cortés, qui est l'Assemblée parlementaire, réfugiés à Cadix, adoptent une constitution libérale, en partie calquée sur le modèle français de 1789, 1812 donc.
Au lendemain de l'invasion napoléonienne, les coups d'État, qu'on appelle en espagnol les pronunciamientos, vont se succéder à bon rythme, puisqu'ils vont être le recours habituel des libéraux, des démocrates, des progressistes. Sur 35 putschs réalisés en un demi-siècle, 33 leur sont imputables. Moi, il y avait de l'animation. Il ne durait pas 2 ans. Cet activisme moderniste, qui est un mélange de libéralisme et de nationalisme patriotique, n'est pas le seul responsable des désordres. Les traditionalistes légitimistes ne sont pas en reste. Ils sont, avec leurs adversaires libéraux, à l'origine des guerres civiles particulièrement meurtrières, les 3 guerres carlistes, 1833-1840, 1846-1849 et 1872-1876, dont 2 pendant la vie de Donoso Cortés. À son retour sur le trône, en 1813, Ferdinand VII restaure la monarchie absolue. Poursuivis pour leurs idées, les libéraux ne tardent pas à s'agiter. Ça vous rappelle un petit peu tout ce qu'a vécu de Garcia Moreno dans ces pays d'Amérique du Sud. En 1820, un pronunciamiento militaire libéral oblige le roi à faire le serment de respecter la Constitution de 1812. Mais très vite, le libéralisme espagnol se divise entre modérés, partisans de la Constitution, et exaltés ou progressistes qui considèrent qu'elle doit être dépassée. Effrayé par la dégradation de la situation politique et l'expansion des idées révolutionnaires au sein même de son gouvernement, Ferdinand VII fait appel à la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, 1815-1825, cette Sainte Alliance avait été constituée par les puissances victorieuses de la France révolutionnaire, en d'autres termes par l'Empire russe, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse, à l'exclusion du Royaume-Uni. Une Sainte Alliance, donc, afin de maintenir la paix européenne et pour se protéger mutuellement des tentatives révolutionnaires. Ces 3 puissances avaient été ensuite rejointes par un grand nombre de pays européens, dont la France. La France de Louis XVIII est autorisée par elle à intervenir militairement en Espagne pour défaire les libéraux progressistes. Les 100 000 fils de Saint-Louis, comme on les a appelés, pénétrèrent donc dans la péninsule le 7 avril 1823. Et ils ne la quitteront le 7 avril 1623. Non, il y a une erreur de date là. Comment? Ils s'en vont en 1828. En 1828. Oui, pardon. Oui. Donc le 7 avril 1823, ils ne la quitteront qu'en 1828. Alors, fort du soutien des troupes françaises, Ferdinand VII abroge à nouveau la Constitution de 1812, restaure la monarchie absolue et réactive la persécution des libéraux révolutionnaires. Bientôt malade, parvenu au crépuscule de sa vie, le roi édicte la pragmatique sanction. Alors cette pragmatique sanction, 1830, c'est une expression qui désigne certains écrits promulgués autrefois par les souverains territoriaux en vue de régler des conflits définitivement, en vue de régler définitivement une affaire importante. La succession dynastique, par exemple,
Ici en France, la pragmatique sanction de Bourges, par exemple. Les rapports entre le souverain et le pouvoir ecclésiastique. Donc, le roi édicte la pragmatique sanction qui révoque la loi de succession, la loi salique. Alors, cette loi salique était un corps de loi contenant la règle qui excluait les femmes du droit de succession à la terre des ancêtres. Et cette règle, elle va être invoquée au XIVe siècle pour exclure les femmes de la succession à la couronne de France. Donc, cette pragmatique sanction révoque la loi de succession, qu'on appelle la loi salique, afin de permettre à sa fille Isabelle de régner. En 1833, à la mort du monarque, sa veuve, Marie-Christine, devient régente. Elle peut compter sur l'appui des libéraux, modérés et progressistes, des francs-maçons, de la grande bourgeoisie latifundiste. Alors, le latifundiste, c'est un nom qui est donné aux grands domaines dont le développement, en éliminant progressivement la petite propriété, eut de graves conséquences économiques et sociales jusqu'à la chute de l'Empire romain. Et ce mot exprime parfois les grands domaines agricoles qui appartiennent à de riches particuliers. Donc cette grande bourgeoisie latifundiste, du haut clergé et des gouvernements étrangers pour faire valoir les droits d'Isabelle, qui est âgée de 3 ans. Mais les partisans de Don Carlos, donc d'où le terme de carliste, frère de Ferdinand VII, soutenu par les traditionalistes et par les petits propriétaires agricoles, les artisans des villes et le bas clergé, ne l'entendent pas ainsi. Le traditionalisme carliste a pour devise Dieu, la patrie, les fueros, le fort intérieur, le fort extérieur, et le roi. Il se définit catholique, providentialiste, œcuménique dans le sens universel, jus naturaliste ou juris naturaliste, légitimiste, centraliste, respectueux des lois fondamentales du royaume et de fueros, c'est-à-dire de la personnalité historique des peuples d'Espagne. Alors, une guerre atroce va ravager l'Espagne pendant 7 ans. Et au cours de cette première guerre carliste, 1833-1840, le gouvernement libéral mobilisa près de 500 000 hommes et les traditionalistes carlistes environ 170 000. Les pertes humaines, plus de 150 000 hommes pour 13 millions d'habitants, furent encore plus importantes que celles de la guerre civile du temps de Franco, 1636-1639. Ce conflit, qualifié généralement de dynastique, est en réalité surtout religieux, social et communautaire. Le mouvement carliste est l'expression de la fidélité de tout un peuple à la foi catholique de ses ancêtres. Il est aussi la manifestation d'un refus du centralisme libéral au nom du droit foral et du respect des libertés locales. De caractère majoritairement populaire, entre guillemets, il est soutenu par le bas clergé, par les petits paysans condamnés à la misère et à l'exil, par les réformes agraires des libéraux, réalisées au profit de la grande bourgeoisie et de la noblesse. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Alors, pour en finir avec l'agitation carliste, Marie-Christine cherche de plus en plus l'appui des libéraux progressistes. Et le résultat lui est fatal. En 1840, l'aile libérale la plus radicale parvient au pouvoir. Et c'est toujours le cas. L'histoire se renouvelle.
Quand on veut faire des concessions, on en est la première victime. Son chef, le général Espartero, vainqueur de la guerre civile, se constitue régent et oblige bientôt Marie-Christine à s'exiler en France. La manière dictatoriale de gouverner d'Espartero a tôt fait de lui attirer des ennemis farouches. En 1843, un pronunciamiento militaire organisé par une coalition de libéraux modérés et progressistes, que dirige notamment le maréchal libéral modéré Narvaez, l'un des principaux rivaux d'Espartero, entraîne la chute du gouvernement. La future Isabelle II, alors âgée de 13 ans, est déclarée majeure par les Cortés. Elle va régner pendant un quart de siècle, jusqu'en 1868. Le pouvoir, exercé tour à tour par des militaires tantôt libéraux modérés, tantôt progressistes, va donc faire face à des émeutes et à des troubles constants. On a vu ces 35 putschs. L'Église catholique espagnole est pour sa part régulièrement victime de persécutions. Pendant l'occupation française, Napoléon avait ordonné l'abolition du Saint-Office et la réduction des 2/3 du nombre des couvents et des monastères existants. Son frère Joseph, roi d'Espagne, avait décrété la confiscation des biens de l'Église et il avait favorisé l'essor de la franc-maçonnerie. Le prêtre apostat Juan Antonio Llorente, ex-commissaire du Saint-Office et secrétaire surnuméraire de l'Inquisition de la Cour, avait été nommé directeur général des biens ecclésiastiques. On devine ce qu'il en fera. Celui-ci était d'autant plus apprécié des autorités d'occupation qu'il était l'auteur d'une histoire polémique de l'Inquisition, d'un projet de constitution libérale de l'Église qui prévoyait l'autorisation du divorce civil, l'instauration du mariage du clergé, la suppression de toute hiérarchie ecclésiastique, l'annulation du précepte de la messe et l'abolition de plusieurs sacrements. Tout ce qui touche à la hiérarchie ecclésiastique semble être la même chose qui se passe actuellement avec le fameux synode à Rome. Ces idées étaient partagées par une partie de l'opinion publique et même par une petite minorité de prêtres. Les conséquences de la guerre d'indépendance sont désastreuses, tant pour l'Espagne que pour l'Église. Les exactions commises par les troupes françaises culminent avec l'incendie de la cathédrale de Solsona, avec le viol des sœurs Duclès, avec l'assassinat de l'évêque de Coria et l'exécution de prêtres et séminaristes à Murviedro, Castellón et Valence. Le bilan est terrible. Outre des centaines de milliers de morts, d'énormes pillages, vols, destruction du patrimoine artistique, affectant en particulier l'Église, la guerre provoque famine, épidémie. Et elle entraîne la ruine de l'agriculture et de l'élevage, la paralysie du commerce et de l'industrie, l'augmentation vertigineuse de la dette publique. Pis encore, la guérilla populaire contre l'envahisseur devient un modèle de rébellion collective pour tous les Espagnols qui prennent désormais pour habitude de résoudre les conflits politiques par les armes et la violence. La situation de l'Église n'est guère reluisante. Après le départ des troupes françaises, les lois de désamortissement des biens ecclésiastiques et communaux se succèdent. 1820-1823, le triennio libéral, 1835, Mendizábal, 1841, Espartero et 1855, Madoz. Les ventes aux enchères qui en découlent se poursuivent jusqu'à la fin
du XIXe siècle. La bourgeoisie et la noblesse, latifundistes, en sont les principaux bénéficiaires, aux dépens, évidemment, à chaque fois, du peuple et des petits propriétaires. Ferdinand VII, qui essaie un temps de compenser les spoliations de l'Église, y renonce très vite pour ne pas s'aliéner de précieux soutiens politiques. L'année 1834 est marquée par l'horrible massacre de 80 frères des couvents de Madrid. De semblables tueries sont perpétrées à Valence, à Reus et Barcelone. En 1840, le nonce apostolique est expulsé pour la deuxième fois. Il l'avait déjà été en 1813. Le tribunal de la Rote de l'annonciature apostolique, qui était un privilège de l'Église espagnole depuis le XVIe siècle, est supprimé, puisque ce tribunal de la Rote n'existait qu'à Rome, mais là il y avait un privilège de l'Église. Ce tribunal est supprimé et plusieurs évêques sont éloignés de leur diocèse. Le clergé est poursuivi de façon brutale avec l'arrivée des libéraux progressistes au gouvernement. Dans les campagnes et dans les milieux populaires, cependant, la foi reste vive, mais dans les villes, et surtout parmi les intellectuels, l'anticléricalisme, voire l'antichristianisme, deviennent à la mode. Et l'Église doit lutter, non pas pour conserver quelques pouvoirs temporels, mais pour défendre son autonomie et parfois même son existence. Pendant toute cette période, la bourgeoisie espagnole se révèle incapable d'assumer le pouvoir politique, incapable également d'apporter la paix et la stabilité à la société. Il y a donc bien sûr une lutte permanente entre libéraux et traditionalistes, comme dans la plupart des grands pays européens. Mais à Madrid, une fois les traditionalistes écartés définitivement du pouvoir, les gouvernements libéraux successifs ont pour principale activité d'étouffer les tentatives séditieuses d'adversaires, eux aussi libéraux, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition. Les libéraux modérés ou progressistes cherchent systématiquement l'appui des militaires, contribuant ainsi à aggraver la crise du pays. Voilà le sombre et angoissant panorama qui, pendant des années, va se dérouler inexorablement devant le regard lucide du marquis de Valdegamas, qui était notre nom, de Juan Donoso Cortés. Voilà donc pour la situation historique. Alors, voyons maintenant Donoso Cortés, le libéral modéré qu'il était dans la première partie de sa vie. Il grandit donc dans une famille unie de la moyenne bourgeoisie provinciale. Il reçoit sa première formation intellectuelle à Don Benito, dans un milieu admirateur des Lumières, entre guillemets, partisan du libéralisme modéré. En 1820, il entreprend des études de droit à Salamanque, et cette université est alors l'université de Salamanque est à cette époque l'un des principaux centres de diffusion des nouveaux courants de pensée européens. Le jeune étudiant se familiarise vite avec les philosophies qui prédominent alors, le sensualisme de Destutt de Tracy, l'utilitarisme de Bentham, plus connu. Il lit les encyclopédistes et découvre Benjamin Constant. En 1822, ses parents décident qu'il poursuivra ses études à l'université provinciale de Cáceres. Et un an plus tard, il rejoint l'université de Séville. Au cours de l'été, il fait connaissance d'un ami de son père, Manuel José Quintana, un des grands poètes espagnols, pré-romantique et figure prestigieuse du libéralisme.
Au lendemain de l'intervention des 100 000 fils de Saint-Louis, Quintana est poursuivi pour ses opinions radicales. En fuite, il trouve refuge chez les parents de Donoso Cortés pour échapper à l'exil hors d'Espagne. À Séville, où il poursuit ses études, le jeune Juan Donoso Cortés s'introduit dans les milieux poético-littéraires et termine ses études. Il part ensuite à Madrid avec en poche une lettre de recommandation de Quintana qu'il doit remettre à l'historien, spécialiste du romantisme, Agustín Durán. Il dévore à son tour Locke, Condillac, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Machiavel, Hobbes, Montesquieu, Madame de Staël, Byron, De Pau, etc. Il est arrivé à se convertir quand même. Sur la suggestion de Quintana, en 1829, il se voit offrir un poste d'enseignant au collège universitaire provincial de Cáceres. Et à la rentrée, il est chargé de prononcer le discours d'ouverture du Collège des Humanités. En 1830, il se marie, il épouse Teresa García Carrasco, fille d'un notable banquier de Cáceres. À la fin de l'année académique, ils quittent tous les deux Cáceres pour s'installer à Madrid. Une fille née de leur union, mais ils la perdent aussitôt, et en 1835, c'est son épouse qui décède. 2 ans plus tard, Juan Donoso Cortés fait irruption dans la vie politique et sa carrière, sa fulgurante carrière, sera pour lui une dérivation puissante au terrible chagrin de sa vie affective. En 1830, la pragmatique sanction avait été proclamée par Ferdinand VII. Elle devait permettre le règne de la fille aux dépens de son frère Don Carlos. La question dynastique était depuis indissolublement liée aux problèmes idéologico-politiques. Les partisans de l'Ancien Régime, défenseurs des lois fondamentales du royaume, devenaient des carlistes et les libéraux favorables à la pragmatique sanction des Cristinos, c'est-à-dire du nom de la régente Marie-Christine. Plus tard, des Isabelinos, du nom de la reine Isabelle II. Donoso allait prendre ouvertement parti en faveur de la pragmatique sanction. En publiant un mémoire sur la situation actuelle de la monarchie qu'il adresse au roi en octobre 1932, il cherche alors à démontrer que les ennemis du trône ne sont pas les libéraux, mais les fanatiques, entre guillemets, les traîtres, les partisans de Don Carlos. Cette faction impie, dit-il, qui veut usurper le trône, ce sont ses propres termes, et aussi, dans ses propres termes, constituer les sociétés à partir d'institutions théocratiques et féodales, et établir un stupide immobilisme. Vous voyez, il n'est pas encore tout à fait converti, loin de là. La loi salique est, selon lui, une loi étrangère qui a été imposée par la France. C'était les premiers féministes, si je puis dire, et qui ne fait donc pas partie de la tradition espagnole. Rationaliste, libéral modéré, Donoso aspire donc à une monarchie constitutionnelle qui défende et protège les intérêts des classes moyennes. Une monarchie, écrit-il, ne peut pas reposer sur les classes les plus basses de la société. Il faut qu'elle repose sur les classes intermédiaires. Lorsque celles-ci n'existent pas, la société périt dans les bras du despotisme oriental
ou dans l'abîme d'une démocratie tumultueuse. À l'inverse, Don Carlos et ses partisans prétendent s'appuyer sur la masse, la populace inculte, méprisée des libéraux. À 23 ans, avec son mémoire sur la monarchie, Donoso rend le plus grand service au libéralisme espagnol. En remerciement, le roi le nomme officier du ministère de Grâce et de Justice, et sa double carrière politique et intellectuelle est alors lancée. Elle va progresser très rapidement. À Madrid, Donoso participe assidûment aux réunions littéraires d'El Parnasillo, au café du Principe, qui était un lieu de rencontre des écrivains et des artistes romantiques espagnols. L'année suivante, 1834, il publie Considérations sur la diplomatie. Son influence sur la situation politique et sociale de l'Espagne, depuis la Révolution de Juillet jusqu'au traité de la Quadruple Alliance. La Quadruple Alliance groupait le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et le Portugal. Et ce traité avait été signé pour appuyer Isabelle II contre son oncle Don Carlos. Il croit au libéralisme. Il le défend et il anathématise Don Carlos et ses fidèles. Il en appelle à la souveraineté de l'intelligence. Ce sont ses termes. Comme ultime raison de l'État et comme indispensable facteur de la cohésion sociale. Il veut en outre montrer que la saine diplomatie a toujours été liée à l'Europe civilisée et monarchique, et qu'elle a toujours su préserver la paix et les progrès des nations. On reconnaît là l'influence des doctrinaires français, Cousin, Guizot, Royer-Collard. En 1835, Donoso collabore avec le gouvernement de Juan Álvarez Mendizábal, qui parvient à neutraliser les comités révolutionnaires ayant surgi dans toutes les provinces. Mendizábal entre bientôt dans l'histoire comme un des principaux promoteurs du désamortissement des biens de l'Église. On l'avait vu tout à l'heure. Profondément libéral, Donoso ne lui ménage pas son appui. Dans un ouvrage, La loi électorale, considérée dans son fondement et sa relation avec l'esprit de nos institutions, en 1835, il exalte la réforme, émancipation de la raison et de l'intelligence humaine du joug de Rome et d'Aristote, ce sont ses propres termes. Il encense Luther, il salue le génie de la magnifique révolution de 1789. Sous ses ailes protectrices, écrit-il, la liberté se développe et l'intelligence domine. On voit les résultats aujourd'hui. Partisan de la souveraineté de l'intelligence et non du peuple, fidèle disciple des Lumières, il légitimise la conduite de ceux qu'il appelle les monarchistes purs des classes moyennes. Les masses, dit-il, ne sont pas guidées par des principes et des idées, mais par des ressentiments et des intérêts matériels, ce qui n'est pas toujours faux. La souveraineté du peuple peut être un bien en temps de crise, mais ensuite vient l'heure des sages, des privilégiés de l'intelligence, ce qu'il appelle les privilégiés de l'intelligence, des aristocrates légitimes, des aristocraties de l'esprit et non point héréditaire. Donc c'est l'époque de plein rationalisme de Donoso Cortés, où il donne à l'Athénée de Madrid ses fameuses leçons de droit politique, 1836-1837. Rouvert en 1835, l'Athénée réunit les plus illustres penseurs libéraux, éclectiques modérés, progressistes révolutionnaires.
les leçons de droit politique ne sont pas à proprement parler des cours de droit constitutionnel, mais plutôt des cours de théorie et de politique constitutionnelle. Et le thème est d'autant plus brûlant que la nation et la monarchie cherchent désespérément à sortir du chaos sans y parvenir. Donoso fait étalage d'érudition, citant ou évoquant abondamment Aristote, Saint-Augustin, Platon, Tite-Live, Bossuet, Vico, Turgot, Hobbes, Leibniz, Montesquieu, Kant, Rousseau, etc. On retrouve les mêmes, avec un petit peu de Saint-Augustin. L'école catholique, qu'il qualifie de magnifique et majestueuse, doit être, dit-il, examinée avec respect. C'est là qu'on voit le libéral ici. Parce que l'homme qui se respecte doit respecter tous les pouvoirs déchus, toutes les grandes ruines. Il faut noter ici que ce qu'il appelle l'école catholique, c'est le traditionnalisme de Joseph de Maistre, Bonald et d'autres. Nommé commissaire royal des provinces de Cáceres et Badajoz, Donoso Cortés se voit concéder la croix de chevalier de l'ordre de Charles III en 1836. Promu chef de département au ministère de Grâce et de Justice, il est élu la même année député au Cortés pour la circonscription de Cadix. Il est réélu à Cadix en 1843, puis 4 fois à Badajoz de 1843 à 1851. Mais à la suite de la mutinerie militaire de la Granja, en été 1836, qui oblige la régente Marie-Christine à abolir le statut royal de 1934 et à restaurer la Constitution de 1812, on y revient, une période de domination libéralo-progressiste commence. Et là, perçu comme trop modéré, voire comme conservateur, Donoso est durablement éloigné du pouvoir. Et là intervient la deuxième période de Donoso Cortés, le conservateur libéral, 1837-1847, que nous verrons la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.